Nous allons maintenant accueillir Chris Lang, scénariste, qui va être interviewé par Nicolas Luzuardi, voilà, qui fait suite aussi à la présentation d'Innocent, que vous êtes nombreux à avoir vu avant. Nicolas and Chris, please, the stage is yours. Hi everybody, welcome. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Nicolas et je suis là, j'ai le privilège, l'honneur de mener une conversation à propos d'un homme intelligent, talentueux, un scénariste, un auteur et un producteur. Il s'appelle Chris Lang. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je voudrais démarrer notre conversation avec une chose qui m'a beaucoup impressionné dans l'histoire personnelle de Chris Lang. Vous le savez peut-être qu'il a démarré en tant que comédien. Et la première partie de sa carrière était en tant que comédien. Mais c'est pas ça qui m'impressionne. J'ai découvert qu'à cette époque-là, Chris également écrivait. Il était célèbre pour ses blagues. C'était un homme drôle, on m'a dit, ceux qui l'ont connu me l'ont dit, un mec très drôle qui était capable de rédiger des blagues chouettes. Et ensuite, comme vous le savez peut-être, pendant les années 90, il a subitement changé. Ma première question est, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui explique ce saut? Donc, vous avez quitté la blague pour le meurtre. Mais dites-moi, qui a dit que j'étais drôle, puisque j'aimerais bien lui offrir un verre. Sorry? Can you hear? Yeah. Again. Yes. So. Donc, en fait, c'était par hasard que j'ai commencé à écrire de la comédie. J'étais formé à la Royal Academy à Londres. Et ensuite, j'ai terminé mes 3 années. Je suis allée au théâtre immédiatement après cela. Et une fois au théâtre, moi-même et un autre comédien, un jeune mec, lui, il venait de l'université de Oxford. Et tous les deux, on avait des rôles minuscules. Et on était donc des responsables de plateau, mais on avait beaucoup de temps. Et c'était le 20e anniversaire du théâtre, donc le management nous a dit, puisque vous avez très peu de choses à faire, est-ce que vous accepteriez organiser une petite gala avec tous les comédiens qui pourraient faire un petit tour pour fêter l'anniversaire? Donc, on l'a fait, on leur a demandé de danser, de raconter des histoires, de chanter, et on s'est dit avec mon ami, qu'est-ce qu'on fera nous? Donc, j'ai suggéré qu'on écrive un sketch comique. Mais j'ai dit, on n'est pas des écrivains, on n'est pas des auteurs. Comment on le fait? Essayons. Donc, on a essayé, il m'a convaincu. Il a dit que les filles préfèrent les auteurs aux comédiens. Donc, il m'a convaincu, on a écrit nos sketchs, on les a faits sur scène et les gens ont bien rigolé. Donc, on a commencé comme cela. J'ai commencé à écrire une émission avec lui, ou une pièce qui est à Londres, qui était montée à Londres. Les gens se sont rendus compte qu'on était capable d'écrire. Les autres nous ont demandé d'écrire pour eux. On a écrit pour les comiques de cette époque. Et 5 ans plus tard, je me suis rendu compte que je voulais écrire quelque chose un peu plus avec un peu plus de corps. Le fait d'écrire un sketch de 2 minutes, le fait d'écrire une blague d'une ligne, on a vite fait le tour. Donc, en 1990, j'ai écrit mon premier scénario de fiction, ce qui m'a obtenu un job dans une série policière qui s'appelle The Bill en Angleterre. Donc, c'était peut-être un grand saut, mais l'instinct reste le même quand on
écrit la comédie, on essaie d'écrire quelque chose qui a trait à la nature humaine. On essaie de révéler les vérités cachées. Ce sont deux différentes manières d'interagir avec l'être humain, finalement. Oui. Et si je vais plus loin, souvent, je choisis pour mes pièces les acteurs qui sont connus comme étant comiques. Les gens peuvent être étonnés par mes choix. On me demande souvent pourquoi. Et je dis que souvent, les comiques, les acteurs comiques, d'abord, ils maîtrisent bien le timing. C'est bien si on raconte une blague ou si on dit une ligne de texte tout simple, mais aussi les comiques comprennent quelque chose de la vérité. Lorsque l'on dit quelque chose qui est censé être drôle, on ne cherche qu'une seule réaction, le rire. Et ça arrive parce que vous révélez une vérité. Donc, les comiques comprennent l'honnêteté, la vérité, d'une manière que les autres comédiens ne comprennent pas. En fait, cette question d'une ligne, une seule ligne, et d'actualité, on a le président des États-Unis qui publie une ligne, une tweet 3 ou 4 fois par jour aujourd'hui. En fait, le fait d'écrire la comédie vous enseigne tout sur le rythme vocal, la musicalité du fait d'écrire un scénario. Et je crois que l'écriture est un processus très musical. Lorsque l'on rédige une ligne de texte, qu'est-ce qui fait chanter cette ligne? C'est le rythme. Et le rythme et tout ça, c'est bien lié. Le rythme, la façon d'écrire cette ligne, comme vous avez dit, est-ce que le fait que vous étiez précédemment un comédien, est-ce que ça vous a aidé à développer votre instinct pour le rythme de ces textes, le rythme au sein d'un cadre? Est-ce que le fait d'avoir été comédien a impacté sur votre écriture? Je ne suis pas sûre que c'était le fait d'avoir été un acteur, mais dans notre secteur, si on est auteur, réalisateur, producteur, comédien, on choisit ce métier parce qu'on s'intéresse à la condition humaine et on veut raconter des histoires. On est un conteur d'histoires. On peut le faire sur la scène, en jouant, ou on peut écrire des histoires. Mais tout ça vient du même endroit. Je l'ai déjà dit aux étudiants en comédie. Je leur dis cela. Je dis, n'imaginez pas que vous allez travailler 50 semaines par an pour les 40 années à venir, puisque ce n'est pas possible. Il faut savoir pourquoi on choisit de faire ce métier et trouver s'il y a d'autres manières d'exprimer ce désir que vous avez en vous. Ce n'est pas rare de prendre le chemin que j'ai pris. Le point de départ était le même que voulant être un acteur. Donc voilà, c'était le préambule à votre carrière en tant qu'auteur. Si on regarde les séries que vous avez créées, on les connaît tous. Je crois que 100% sont basés sur les crimes, sur les séries policières. Donc, ma première question est votre rapport avec la criminalité. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre? Pourquoi est-ce que ce genre est celui qui vous permet de vous exprimer? Et est-ce que vous avez dans votre cœur, votre âme, votre tête, le désir d'essayer d'autres genres à l'avenir? Oui, c'est vrai. La plupart de mon travail est basé sur les séries policières. En fait, ça peut induire en erreur de les aborder comme les séries policières. C'est vrai que ça, c'est le cadre. Mais en fait, ce n'est que ça. C'est un cadre à l'intérieur duquel on peut raconter les histoires sur les êtres humains. Mais c'est un cadre très utile parce qu'il y a une structure. Et il y a des impératifs qui doivent être respectés, qui vous donne un début, un milieu et une fin. Moi, j'aime bien la simplicité de ces questions morales. J'aime bien la simplicité de l'objectif.
d'attraper le méchant. Si vous avez une idée de départ simple comme cela, ça vous donne une liberté d'être beaucoup plus complexe dans les idées que vous allez explorer dans la série. Donc oui, c'est vrai, c'est toujours ces séries policières. Je pense que ce sont que des histoires sur les gens. Les gens qui ont utilisé ou j'ai utilisé cet outil pour raconter les histoires. En ce qui concerne les autres genres, oui, j'ai écrit d'autres séries, les séries comiques. Je suis en post-prod avec une série que j'ai développée pour Netflix. On est en train de tourner à Paris. C'est une comédie romantique. Je suis en train de développer d'autres autres projets qui ne sont pas des séries policières. En fait, les auteurs, les scénaristes aujourd'hui ont le problème qui est le suivant. Les diffuseurs ont peur des projets qui ne sont pas du genre. C'est pour cela qu'on a tellement de séries qui se déroulent dans un hôpital. Il y a tellement de séries détectives. Ils sont confortables pour toutes les raisons que l'on a déjà abordées. On a déjà une forme. Le public sait à quoi s'attendre. Donc, les diffuseurs ont peur de quitter ce cadre. Souvent, ils ont raison parce qu'il est difficile de faire fonctionner une émission non-genre. Est-ce que vous êtes attiré par le genre de l'hôpital? J'ai déjà travaillé sur les séries qui se déroulent dans un hôpital. C'était amusant. Et puis, toujours les enjeux sont les mêmes, la vie et la mort. Mais je suis plus attirée vers les séries policières. Je voudrais savoir, comprendre comment les gens franchissent le pas, pourquoi ils passent de l'autre côté de la loi. Je m'intéresse à cette idée de... Ça pourrait être moi, par exemple. Dans la plupart de mes séries, les crimes sont absolument affreux, mais souvent sont déclenchés par une faiblesse ou une erreur, et non pas le mal ultime. Très bien, c'est très clair. En fait, si on regarde plus vers l'avant, lorsqu'on regarde les émissions que vous avez créées, elles ne s'agissent pas tout simplement de la criminalité, mais beaucoup des émissions s'intéressent dans des histoires qui ont trait avec un laps très long de temps. Le succès le plus important, le plus récent, Unforgotten, c'est une affaire. Donc, on a un crime qui a été commis, mais lorsqu'on regarde les autres séries que vous avez créées, presque toujours, vous avez besoin de raconter une histoire avec deux couches très différentes temporelles qui interagissent. C'est peut-être un choix un peu poétique. Quel est votre sentiment vis-à-vis du temps? Dans le cas de Unforgotten, les débuts étaient très spécifiques. En fait, j'ai aimé ce concept parce que j'aimais bien cette idée, principe. Unforgotten a commencé lorsqu'on regardait un reportage aux actualités sur une histoire qui était très importante au Royaume-Uni il y a 4-5 ans. Il y avait toute une série de personnes arrêtées, des affaires aux tribunaux qui concernaient les célébrités accusées d'abus sexuels sur les enfants. Il y avait un personnage, un homme que l'on avait tous connu quand on grandissait. Il était charmant, drôle, il s'amusait, il était très fréquent
fréquemment à la télé dans les années 70-80. C'était un homme tout à fait normal, homme de la rue, tout le monde le connaissait. Et puis 2012-13, il a été arrêté et accusé d'abus sexuels sur des enfants. Et au début, personne ne pouvait le croire. Et les crimes dataient d'il y a 20, 30, 40 ans. Et il s'est mis sur les marches du tribunal avant de passer devant le juge et il a nié avec véhémence ces accusations. Et puis un mois plus tard, il est retourné aux mêmes marches et les preuves qui ont été produites étaient tellement énormes qu'il allait être trouvé coupable. Donc, il a changé son approche. Et donc, son avocat a lu une annonce de sa part. Et moi, j'étais abasourdie. Je n'en arrivais pas à croire que ce personnage avec qui on avait grandi, qu'on connaissait depuis 30 ans, 40 ans, n'était pas du tout l'homme que l'on pensait qu'il était. Mais dans cet instant même, lorsque je le regardais fixement dans les yeux, c'était un vieillard, il avait 80 ans à cette époque-là, il avait de la peur dans ses yeux et on voyait sa vie qui s'effritait à la télé. Et bizarrement, je ressentais un petit peu de tristesse malgré les faits, mais aussi je me sentais très triste pour sa femme, pour ses enfants adultes, pour ses petits-enfants, pour ses amis. Et tous, ils devaient complètement recalculer qui était cet homme. Chaque personne qui avait eu sa vie touchée par cet homme, leur vie explosait également. Et on n'a cela que si on a un grand laps de temps, puisque sa première crime datait d'il y a 50 ans. Mais il avait construit sa vie, une famille, une carrière, des amitiés. Et subitement, je me suis dit, mon Dieu, quel point de départ dramatique, le fait de lancer une grenade dans une vie et voir tout tomber en ruine, tout ce que la personne a construit, sa définition de lui-même, sa carrière, amitié, famille, ses piliers de la vie étaient décimés. Et ça a commencé à ce moment-là. Et ça m'a parlé parce que pour certaines autres séries, j'avais abordé cette question. J'aime bien cette idée de l'État qui soit élevé. Et on trouve ça dans les histoires policières, bien sûr, mais quand les enjeux sont importants, c'est encore plus frappant. Et ça, après toute une vie qui est détruite par une faiblesse, par le mal. Donc, je vais poser une question plus technique maintenant. Quel genre de scène vous fait palpiter quand vous êtes en train d'imaginer les épisodes à venir? Lorsque vous avez cette option de voyager dans le temps, qu'est-ce qui vous fait dire « oui, c'est ça que je veux » En fait, les scènes les plus agréables à écrire et à tourner et à diffuser sont les 2 dernières minutes de n'importe lequel épisode. Parce que c'est la fin de l'histoire. Et on adore ça, on regarde cette série, on s'y est identifié. Et subitement, il y a l'inattendu. Les gens disent « Oh mon Dieu !» Et donc, moi, je suis téléspectateur comme un autre et j'adore ça. On est abasourdi, on est choqué, il y a un virement de situation. J'adore ça. Grâce aux médias sociaux, je peux voir ces réactions maintenant. Quand j'ai révélé qui a commis le crime et tout ça, je vois les réactions. Donc, c'est comme si j'étais assis dans mon salon avec tout le public. Je les entends, je les lis réagir. Et c'est très important. Au niveau pratique également, puisque c'est ça qui fait revenir le public. Le téléspectateur veut connaître la suite. Donc, on fait un petit teasing.
et en créer quelque chose que le spectateur ne peut pas résister. Comme Dickens a dit, il faut les faire pleurer, rire et attendre. Donc, il faut le cliffhanger, comme vous dites en anglais. Il faut les faire attendre pour la prochaine épisode, le prochain épisode. Donc, il faut une suite d'épisodes. Très bien. Donc, je me demandais... Donc, je fais les va-et-vient entre les histoires et les questions techniques. Lorsque vous avez décidé de vous consacrer à l'écriture, tout de suite, vous avez sélectionné les séries télévisées. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi ne pas les films? Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre jeunesse? En fait, en ce qui me concerne, c'était peut-être l'occasion de voir réaliser son travail. Au Royaume-Uni, on a une industrie cinématographique brillante, mais minusculissime. Et on pourrait passer une décennie à développer un projet. Le projet pourrait être réalisé, pourrait engendrer 5 livres sterling en recettes, et puis attendons encore une décennie pour le prochain projet. C'est vrai que j'ai écrit des scénarios pour le cinéma, mais à chaque fois, mon instinct s'est avéré et en fait, rien n'a été réalisé. Le processus est lentissime. Et donc, je suis ravie d'avoir choisi le chemin que j'ai pris. En fait, l'industrie cinématographique continue à faire des longs-métrages formidables. Mais cette industrie-là a du mal à attirer les talents qu'il attirait par le passé. Donc, les histoires qui auparavant étaient racontées sur le grand écran dans les années 70 sont racontées maintenant à la télé. Et comme vous allez voir aux États-Unis, peut-être aussi au Royaume-Uni, beaucoup de gens qui étaient au cinéma passent à la télé. Lorsque Spielberg et Scorsese, lorsque eux ils décident de faire des émissions de télé, Woody Allen également, on sait qu'il y a eu un changement culturel et c'est fabuleux pour notre industrie. C'est sûr, c'est sûr. On a tellement de talent à notre disposition pour raconter ces histoires et les raconter sur un tableau plus large. Et ça, c'est formidable pour tout créateur. Un long métrage dure 90-120 minutes. Game of Thrones, par contre, est un tableau tellement large et on peut raconter beaucoup plus d'histoires. C'est pas possible au cinéma. Et en fait, précisément en ce qui concerne cette question, je voulais savoir votre façon de travailler. Tout d'abord, une question. Normalement, est-ce que vous travaillez sur des idées, sur les projets que l'on vous apporte, ou est-ce que c'est vous qui trouvez l'idée? Et ensuite, comment est-ce que vous développez ces idées-là? Vous avez parlé des ressources. J'avais un paysage énorme, avec beaucoup d'épisodes, et il faut que je réalise, il faut que chacun soit palpitant. Quelle est votre façon de travailler? Quand je crée une série, le plus gros travail est au début, sans aucun doute. Et il s'agit de la structure parce que quelle que soit la nature brillante de vos personnages ou votre récit ou vos personnages ou vos dialogues, c'est la structure qui compte. Il faut qu'elle soit vraiment très robuste et c'est la première chose que je fais. C'est très difficile comme travail, un peu déprimant
Et pour un livre, une série comme Unforgotten, ça peut être 2 mois ou tous les jours. Pour cette série, je travaille à chacun des récits, des intrigues autour des 3 personnages invités. Et je fais ça personnage par personnage. Ensuite, je réflexis à l'enquête et comment cela s'entrecroise avec les récits de ces personnages. Et j'ai déjà dit que c'est un processus évolutionnaire darwinien plutôt que créationniste. Ça évolue très lentement. Quelquefois, c'est plus lent que dans d'autres cas. Et il y a des périodes où on a des obstacles et il faut persister 8, 9, 10 heures par jour pour surmonter cela. Et c'est le plus difficile. Je dois dire que je suis en général assez malheureux pendant cette période. Et ça peut, quand on a un document qui est pour des épisodes, 6 épisodes, ça peut être 30 ou 40 pages, ça se lit comme une nouvelle. Et donc, vous avez les personnages, puis les enquêtes, et puis donc vous avez 6 épisodes avec tous les personnages qui font ce qu'ils doivent faire, les protagonistes, les flics, et donc il faut suivre les histoires personnelles de chaque personnage. Et donc on a 6 développements, cette division en épisodes, et là c'est facile parce qu'on a une feuille de route et on voit très bien dans les séries quand il n'y a pas eu cette feuille de route, cette carte. D'après ce que j'ai compris, vous travaillez seul essentiellement, oui. Vous n'aimez pas tellement travailler avec d'autres auteurs. Je n'ai plus travaillé avec un autre auteur depuis que je faisais de la comédie il y a 30 ans, et je n'aimais pas tellement ça parce qu'on a besoin d'espace et de solitude. Chacun a sa façon individuelle d'écrire et il n'y a pas une façon de faire qui soit meilleure qu'une autre, mais quand je sors de la réunion où nous avons parlé de ce qu'il faut faire, je me mets au boulot. Je ne téléphone pas à quelqu'un et dire « je suis à la page 5, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et ceci dit, quand je travaille avec des gens, c'est très stimulant. C'est simplement que j'ai tendance à aller m'enterrer un peu tout seul pour le bon, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. En tant qu'un homme qui travaille seul dans sa créativité, quelle est votre relation avec le producteur, toutes les personnes impliquées dans le processus d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez une relation spéciale avec un diffuseur? Oui. J'ai travaillé avec de nombreuses boîtes de prod, mais je travaille essentiellement avec un diffuseur, et ça, depuis 5 ou 6 ans, je travaille surtout avec ITV, comme ils acceptent mes propositions. J'ai la BBC, Netflix, j'ai même écrit pour Sky, et j'ai écrit pour la plupart des autres diffuseurs, sauf pour ITV, qui a une structure simple pour des gens comme moi. C'est un petit groupe de personnes, 2 ou 3. On fait son pitch, c'est eux qui décident, alors que la BBC, c'est beaucoup plus complexe et c'est plus
Mais nous avons de très bons diffuseurs et j'aime bien travailler avec tous. Nous allons très bien voir votre nouvelle série sur Netflix, les séries policières aussi. Non, c'est une comédie romantique. Joe Carpac. Je travaillais avec Netflix. Quels sont vos sentiments sur le changement depuis un an de tout le système audiovisuel, la manière de créer, de distribuer, de travailler, et les plateformes sont nouveaux systèmes, présentent un nouveau système de travailler. Je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est en fait un changement phénoménal en très peu de temps et je pense qu'on continue à ajuster. Si on regarde ne serait-ce que 5 ans en arrière, je ne pense pas qu'aux États-Unis, Hulu, Netflix, Apple, Amazon et d'autres existaient. Ils devaient démarrer tout juste chez nous, donc c'est très peu de temps pour une évolution aussi drastique, et il sera intéressant de voir ce qui se passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est cet appétit, un tel appétit pour la fiction, pour la narration. Et dans mon pays, il y avait beaucoup d'échecs dans le domaine de la fiction et de la télé-réalité et autres problèmes. Un programme était beaucoup moins coûteux et donc cet âge d'or de la fiction est intéressant à suivre, et il sera intéressant de voir si cet appétit se maintient pour la fiction et pour voir si le talent peut y répondre, parce qu'il faut toute une vie pour apprendre à faire ce métier, 20, 30, 40 ans de carrière. Et tout d'un coup, il y a une attente, un appel pour la fiction. Et je serais intéressée de voir où ces nouvelles plateformes vont trouver leur directeur de programmation et leur chef, leur directeur, parce que ça ne peut pas apparaître comme ça, comme par magie. C'est quelque chose qui nécessite des années d'expérience dans l'industrie. Il y a beaucoup de programmes européens qui ont commencé à voyager, plus surtout de l'Europe continentale. Nous regardons depuis longtemps les séries britanniques. Et plus récemment, nous regardons également des productions françaises, allemandes, espagnoles, etc. Que pensez-vous de la situation actuelle pour ce qui est des séries européennes? Y a-t-il certains de ces programmes qui vous plaisent particulièrement? Bien sûr, ça a commencé au Royaume-Uni avec les programmes scandinaves. On n'aurait jamais eu Broadchurch sans The Killing, Le Pont, Borgen et autres séries de ce genre. Et Unforgotten n'aurait pas pu non plus. Donc, ces histoires sérielles, ces séries à long, avec un grand nombre d'épisodes, ont complètement changé la programmation d'autres industries de la télévision. C'est vraiment formidable de voir des programmes qui viennent d'ailleurs, d'autres cultures, et cette sorte de pollinisation croisée est très stimulant.
je crois. Les Revenants, par exemple, une série française qui était une série brillante et vraiment inattendue. Et on pouvait se demander si on pouvait se poser la question de pouvoir faire une série du même genre, Gomorrah, Spiral, qui ouvre toutes sortes d'autres possibilités, et cette pollinisation croisée de talents ne peut être que quelque chose de positif. Il révèle différentes approches et tout, mais en fait, nous voulons raconter des histoires similaires. Certaines de mes séries ont été revisitées en France. Et en fait, il y a beaucoup moins que ce qu'on croit, qui nous sépare. Pouvez-vous nous dire quel programme vous aimiez quand vous étiez jeune? Quelle série, quel programme vous définissez quand vous étiez jeune? Je crois que ça a démarré à la fin des années 60 ou début 70. Je regardais assez religieusement. C'était Play for Today. Et je disais à ma femme l'autre jour que je veux que la musique du générique de la série soit jouée pour mon enterrement, parce que c'était un premier programme télé qui m'a donné envie de participer à ce genre de choses dans cette industrie. Chaque épisode était autonome, écrit par et réalisé par les meilleurs auteurs, réalisateurs Ken Loach, les plus grands de ces débuts de la télévision britannique, avec certains de nos plus grands acteurs, nos plus grands comédiens. Et l'intrigue était n'importe quoi. Il fallait pouvoir le faire en 60 ou 90 minutes. Ça durait 5 ou 6 ans et c'était formidable. Alors parlons de votre technique et alors j'aimerais mieux connaître vos idées sur les personnages. Qu'est-ce qui rend un personnage mémorable? Que recherchez-vous dans un personnage? Quelle dimension à l'intérieur des conflits, des luttes, etc. Qu'est-ce qui vous est nécessaire pour vraiment sentir votre personnage? Ça a évolué dans le temps. Autrefois, je créais des personnages assez fragiles. Et avec ma propre expérience personnelle qui m'a sans doute endurci, je crois que j'ai investi cela dans mes personnages. Et ce qui fait fonctionner un personnage pour moi, c'est si je peux le reconnaître, si je peux comprendre le processus de réflexion, et même quand ils échouent, qu'ils sont faibles, vulnérables et qu'ils sont mauvais ou méchants, si je peux ressentir de la compassion pour ce qu'ils ont fait, de comprendre, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et cela vient, on dit toujours qu'un tiers d'un personnage est vous-même, un autre tiers les gens que vous connaissez, et le dernier tiers est complètement inventé. Et c'est certainement ce que je pense. Je veux toujours qu'on pense, même quand quelqu'un a fait quelque chose d'épouvantable. Je veux que le public comprenne. J'ai écrit et j'ai créé des personnages qui sont vraiment, qui représentent le mal. Mais je crois que la raison pour laquelle les gens aiment mes programmes, si c'est le cas, c'est qu'ils reconnaissent une part d'eux-mêmes dans ces personnages
ils voient quelque chose d'eux-mêmes. Je suis d'accord et j'ai une question qui revient sur ce que vous venez de dire. Que peut-on dire du mal? Vous créez des séries ou des programmes policiers avec des assassinats et nous savons que le genre le plus produit dans tous les temps, c'est cela. Chaque fois, il faut créer une idée nouvelle pour une intrigue policière. Il faut examiner, bien connaître le mal tel qu'on va le présenter. Et je voulais savoir quel genre de mal, rend un crime intéressant pour vous inspirer le désir d'explorer ce crime. Oh, il y a beaucoup de choses. Quelquefois, ça revient à ce dont je parlais avant, la faiblesse plutôt que le mal. Je suis fasciné par le fait que ce qui fait la différence entre la plupart d'entre nous ici, qui ne commettraient jamais un crime grave ou qui ne connaissent même pas quelqu'un qui le ferait. Et je pense que c'est vraiment une différence qui est à la fois presque rien et énorme. Et par exemple, j'ai tourné dans des prisons et c'est très curieux d'entrer dans une prison en sachant que chacun des prisonniers est là parce qu'ils ont fait quelque chose de très mal. Pourquoi est-ce que ça nous fascine? D'abord parce qu'on voudrait comprendre, je crois, et parce qu'il y a une fascination morbide. Quelquefois, nous avons la crainte de finir comme ça nous-mêmes et en écrivant des intrigues et en le présentant, nous y accédons d'une manière non effrayante, non menaçante, avec une approche très structurée. Et donc, nous savons qui est du mauvais côté de la loi et qui les poursuit pour les attraper, les mettre hors d'état de nuire et rétablir les choses. Cette position privilégiée des policiers, souvent le plus mauvais moment du monde de quelqu'un, est perçu ou doit conduire au rétablissement de l'ordre après une transgression ou un crime très grave. Alors, pourquoi le regardons-nous? C'est parce que nous sommes fascinés comme nous le sommes, pour la même raison qui nous fait ralentir quand on voit un accident de voiture, mais d'un point de vue très personnel, je suis fascinée. Si jamais on m'arrête et que la police regarde ce que j'ai fait sur Internet, mais ça m'intéresse de voir l'origine de ce mal et de ces actions, le vieil argument de la nature par rapport à l'éducation. C'est très intéressant, oui. En vous écoutant, je me demandais, je pensais à un certain nombre de séries qui ont essayé d'explorer cela récemment et je me demandais si certaines de ces séries qui cherchent donc à explorer ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain dans ses décisions à prendre entre le bien et le mal, si certaines de ces séries, s'il y a des séries que vous avez aimées d'une manière ou d'une autre, certaines de ces séries que nous avons
dans l'histoire récente. Quelles sont les séries que vous avez préférées depuis 10 ans? The Killing et les séries suédoises. Aux États-Unis, j'ai adoré le remake récent. Ça s'appelait The Night Of aux États-Unis. C'était un remake d'un programme britannique en anglais. Happy Valley, un programme formidable et c'est une série qui a été faite avec un budget assez restreint et c'est vraiment de très bonne qualité parce que ça explore les personnages avec une intrigue intéressante et donc on regarde le travail des autres qui influence notre subconscient. Et on se demande ce qui peut intéresser, attirer le public. Jusqu'où est-ce que je peux aller? Y a-t-il un programme qui est sorti il y a quelques mois qui m'a beaucoup impressionné, Mindhunter? À la fin des années 70, qui travaille sur le profilage. Et c'est exactement le thème dont vous parlez. Mindhunter était basé sur des histoires vraies. Et je pense que c'était vraiment une télévision la plus effrayante qui examinait la psychologie de gens vraiment sérieusement dérangés. Et je crois qu'ils ont recréé des entretiens qui avaient été enregistrés. Et vraiment, c'est quelque chose de fascinant pour nous tous. J'ai une dernière question avant d'ouvrir au public. Alors, vous êtes aussi un producteur, vous avez votre propre boîte de production et vous travaillez dans différents aspects de la production. Pouvez-vous parler de votre expérience en tant qu'auteur et producteur? Vous avez votre propre boîte. Est-ce que vous pouvez me recommander de le faire aussi? Je l'ai aussi. Que cherchez-vous quand vous préparez une série ou un programme? Vous essayez de vous rapprocher au maximum de votre vision d'origine. Et si vous n'êtes pas producteur, c'est très difficile. Et quand j'ai commencé, je n'avais pas ce rôle et c'était très frustrant pour moi parce que je donnais un scénario et ensuite mon intervention suivante, c'était quand il m'avait donné une vidéo, ma première série que j'ai écrite en 2000. Je n'ai même pas pu participer au casting et donc il y a eu des erreurs de fait. C'est comme ça que ça ne me plaisait pas parce que ce n'était pas mes décisions. Donc dès que j'ai pu, j'ai acquis cette responsabilité et donc je suis impliqué à partir du premier jour de pré-production jusqu'au dernier jour de post-production et je suis très impliqué et je pense que ça agace toutes les personnes avec qui je travaille. Alors ma question c'est est-ce que vous produisez ce que font d'autres? Je l'ai fait quand ma boîte a fait des programmes pour d'autres. Oui, j'adore absolument la pré- et post-production, le casting, la recherche de lieu de tournage. Et la dernière fois, j'ai choisi le tissu de l'intérieur d'une voiture. J'ai fait ça et j'ai adoré. Et dans la post-production, j'adore le montage, j'adore peaufiner. Je travaille avec un directeur qui travaille très bien et qui, ça ne le gêne pas que je sois là à faire ce que j'ai envie de faire faire mon truc. Et c'est vraiment comme de polir le programme. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois rien parce que l'éclairage est trop violent. Y a-t-il quelqu'un ici? S'il vous plaît.
Est-ce que j'ai une question pour le public? L'interprète n'entend pas la question, donc ne peut pas traduire. Merci. Hello. Hi. Ah. Okay. Ouais. Yeah. Okay, thank you for the microphone. Merci pour le micro. I'm French producer. My Je name is suis Julien Tricard. Julien Tricard, un producteur français. Ce qui m'intéresse parce que vous avez travaillé et il y a eu une adaptation de votre programme en français. Est-ce que ça s'est bien passé de travailler avec les Français? Une nouvelle expérience. Comment est-ce que vous parlez français? Comment est-ce que ça s'est passé? Chacun travaille à sa manière, un peu différemment. C'est François Florentini qui m'a approché, qui avait vu. Et il s'occupait de ITV Studios France. Et donc, ils étaient en échange, en contact permanent avec ITV Grande-Bretagne. Et il avait vu quelque chose qui devrait marcher sur la... Et il a remis un programme qu'il a renommé Tu es mon fils. Et j'ai travaillé avec eux, mais chacun dans son coin, et c'est comme ça qu'on a travaillé depuis 2 ou 3 ans avec Netflix. J'ai été plus impliqué au début, mais mon implication était limitée. Et donc, pour Netflix, c'était mon scénario pour un long métrage et ça a été adapté en comédie romantique en 8 épisodes. Et j'ai aidé dans le choix des premiers scénaristes. Et donc, tout cela 4-5 semaines avant le tournage. Et donc, j'ai travaillé avec eux au début et ensuite, ils ont poursuivi. Donc, c'était moi, mais maintenant, c'était là. Est-ce que le scénario était traduit en anglais? Ça peut être compliqué parce que si une scène ne marche pas, vous pouvez vous demander si ça n'a pas été bien écrit ou si la traduction était mauvaise. J'ai travaillé avec le remake du pont, qui était le tunnel, et nous avions cette question aussi, mais il suffit de s'installer pour en discuter. Il y a des obstacles, mais ils ne sont pas du tout insurmontables. Nous venons de voir le premier épisode d'Innocent. C'est un 4 épisodes. Est-ce que c'est un format qui vous intéresse dans la mesure où il faut inventer 3 ou 4 moments forts pour la fin de chaque épisode plutôt que 8 ou 10. C'était agréable d'écrire quelque chose de plus court, en effet, et on aurait pu écrire 6 ou 8 épisodes. Il y avait suffisamment de 1 heure chez ITV. C'est en fait 45 minutes et donc il a fallu couper beaucoup de dialogues et on aurait facilement pu avoir plus d'épisodes. Les diffuseurs l'aiment bien parce qu'ils peuvent le présenter sur 4 nuits et si ça réussit,
ça prend un élan très rapidement, ça devient un événement rapidement. C'est un pari parce que ça requiert beaucoup d'argent qui est consommé en 4 jours de diffusion, mais pour Innocent Space, ça a marché. Il y a eu 8 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et c'était une bonne décision de programmation. Et bien sûr, nous allons leur proposer davantage de séries en 4 épisodes. Est-ce que ce n'est pas plus satisfaisant pour vous d'avoir cette concentration de bon matériel? Je n'ai jamais écrit une série de 10 épisodes. Je suis en train de travailler sur une série de 8 épisodes, donc je n'ai jamais eu le luxe de penser qu'il fallait tuer le temps en quelque sorte. Donc j'ai fait des séries de 3, 4, 6 épisodes. Je n'ai jamais fait de 5, mais il est certain qu'il faut mettre un maximum d'intrigue et il n'y a pas de moment de ralentissement, mais il y a beaucoup d'autres défis. Il y a beaucoup de programmes très longs, Breaking Bad par exemple, où il n'y avait pas d'épisode où on avait senti qu'ils avaient dépensé tout leur budget et qu'ils avaient dû appliquer des restrictions. D'autres questions? Vous avez dit que vous passez 8 à 10 heures par jour à travailler. Avez-vous des regrets sur le fait de passer autant de temps à la fiction plutôt que de vivre votre vie? Oui, c'est vrai, mais je ne résiste pas. Beaucoup d'auteurs sont comme ça. J'ai lu quelque chose récemment. C'est un auteur qui disait « Je suis très malheureux quand j'écris, je suis très malheureux quand je n'écris pas. Le seul moment où je suis content, c'est quand je viens de terminer l'écriture. » Et c'est comme ça pour moi, un peu. En fait, on n'a pas le choix, d'abord, parce que si on veut réussir, il faut faire tout ce travail. Il faut vraiment travailler très, très dur. Et vraiment ne léser sur rien, mais c'est une industrie, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas si on n'avait pas ce besoin de raconter des histoires. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent parce qu'ils le veulent, mais c'est parce qu'ils en ressentent le besoin. J'aimerais bien me débarrasser de ce besoin, ce qui fait que je pourrais envisager ma retraite à un moment ou à un autre. Hello. Bonjour. Comment résoudre des problèmes lors de l'écriture? Si vous ne savez pas comment continuer, quelle est votre solution? Jetez-vous l'éponge? Vous téléphonez à un ami? Vous recommencez le lendemain? La drogue, bien sûr. Je pensais que vous alliez faire une chanson, chanter une chanson. Jamais je ne jette l'éponge. Jamais, jamais, jamais. Je ne quitte jamais la pièce. Oui, je vais me faire une tasse de thé. Mais non, j'accepte pas qu'il y ait un problème qui n'ait pas de solution. On reste sur place jusqu'à ce que l'on trouve la solution. Et je crois qu'on peut écrire de la merde. C'est pas interdit. On ne peut pas toujours écrire des bonnes choses. Il faut écrire quelque chose. S'il y a un écueil, continuez. Pas mal va être ajouté, mais dans le tas, il y aura peut-être une petite pépite que vous allez pouvoir récupérer le lendemain. Rien n'est gaspillé. Moi, j'ai écrit des choses terribles dans ma vie quand j'ai commencé. Comme Nicolas m'a rappelé, j'ai fait beaucoup de comédies dont beaucoup n'étaient pas drôles, c'était pour des gens qui n'étaient pas drôles. Et finalement, j'étais pris dans une voie sans issue d'écriture. Mais malgré tout cela, chaque mot
a été valable, m'a appris des choses sur l'utilisation des mots, sur le rythme, sur le langage et sur le fait de persévérer. Quelquefois, il faut payer son loyer. Donc, non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il faille abandonner. En fait, on a entendu pas mal de questions et à mon oreille, ces idées sont motivées par le fait que l'on parle de construire une histoire. Mais le fait de construire une série n'a rien à voir avec la construction d'une seule histoire. La création d'une série concerne l'identification d'un concept formidable. Une fois ce concept en place, l'intrigue n'est pas problématique. Il faut juste d'abord retrouver le concept, rafraîchir ce lien avec le thème que vous souhaitez. Personne ne regarde une série pour l'intrigue et les responsables de programme n'achètent pas l'intrigue. Et lorsque vous arrivez à ne plus avancer, on ne peut pas avoir un blocage. Il faut jeter des choses jusqu'à ce que vous retrouvez ce lien avec le concept de votre série. Et lorsque vous êtes convaincu que ce n'est pas une seule intrigue, c'est un jeu de conflits, de personnages, ça va vous ramener vers ce lien avec le concept. C'est difficile, je vous l'accorde, mais on ne peut pas arrêter le processus jusqu'à ce que vous décidiez que le concept ne vaut rien. Oui, vous avez parfaitement raison. Quelquefois, on ne se rend pas compte de la difficulté de la chose. C'est épuisant mentalement, moralement, surtout au début. Quand moi, je commence un scénario, c'est comme apprendre à voler. C'est la partie la plus passionnante de cette créativité. Mais au début, lorsque vous êtes en train de sonder votre concept pour voir s'il y a les muscles, les fibres qu'il faut pour réaliser jusqu'à 10 épisodes, vous êtes en train de sonder, vous êtes en surface et chaque jour, vous êtes en train de couper un tout petit morceau de la terre pour se débarrasser de la chose dure, pour trouver la chose un peu plus malléable en dessous. Dans les premières semaines, on travaille. On commence petit à petit. En fait, beaucoup de gens avec qui je travaille, j'ai remarqué qu'ils ont peur des choses qu'ils trouvent au sein de leur idée. Tout de suite, ils s'inquiètent de comment ils vont s'en servir. Il faut faire une dissociation entre ce concept et la peur. Il faut se renseigner avant de savoir comment utiliser le concept, puisque cet instant va résoudre tous les problèmes que vous allez rencontrer ultérieurement lors de la préparation de l'intrigue. Donc c'est une formation un peu spirituelle, de vous mettre devant l'idée, de l'écouter sans être obligé de décider dans quelle direction va partir votre idée. Est-ce que c'est censé ce que je dis? En fait, la peur est l'ennemi numéro 1. Et lorsqu'on est débutant, un jeune auteur, et lorsque vous présentez votre premier jet, vous recevez les annotations par la suite, votre réaction peut être mauvaise. Vous résistez à ces commentaires et c'est votre peur qui motive votre réaction. Donc, il y a tellement d'idées qui impactent tellement de différents éléments de votre histoire. Est-ce que
que vous arriverez à résoudre tous ces problèmes? C'est tellement de choses dont il faut tenir compte, mais il faut lâcher prise sur la peur. Dites-vous que oui, vous êtes capable. Quelquefois, on n'en est pas capable, mais principalement, on est capable. Moi, j'ai appris que la plupart du temps, les annotations, si vous êtes d'accord, si vous enlevez la peur, si vous êtes objectif, la plupart du temps, vous pouvez réussir. Mais la peur est une barrière à la créativité. Other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? No questions more? Aucune question? Any more? Plus de questions? Really? C'est No vrai? question one? No question two? Allez, une fois, deux fois, No question three? vendu. Okay, it's done. Voilà, Thank you really terminé. much to Chris Merci Flag for this beaucoup, wonderful Chris, conversation. pour cette It was really conversation exciting. passionnante. And thank you all Et merci to à be with us vous during de this votre time. présence. Have a nice evening. Enjoy.